Paddy Pimblett a une idée précise de ce à quoi pourrait ressembler la suite de sa carrière. Il y a Topuria qui voit son combat en Espagne s'éloigner, mais aussi toutes les actualités majeures du jour. Nous sommes le vendredi 28 mars 2025, c'est le moment MMA, soyez tous les bienvenus. Hey man, how the hell you doing? I've been just fine living life with the noose and in my mind, all I hear is music. Watching your mouth move, damn you look stupid. I feel like everyone's a stranger. Small talk with your narcissist. Et démarrons cette émission avec un dernier mot de l'UFC Mexico City. On a parlé hier du main event, intéressons-nous à d'autres combattants de cette carte, avec notamment Joe Pyfer, qui n'est pas fan de combattre à l'étranger. Il le dit, Mexico est un moindre mal, on est tout proche des États-Unis. D'ailleurs, il a embrassé le rôle de l'Américain, la fierté américaine qui vient défendre les couleurs à Mexico. Il est à fond dans le personnage. Il savait aussi en acceptant ce combat quels étaient les défis, l'altitude et la qualité de l'air, bien sûr. Il s'est préparé pour, et on en a peut-être beaucoup qui pensent que le cardio ne va pas suivre, en se basant sur ce qu'il avait proposé face à Hermansson. Si c'est le cas, il se trompe. À l'époque, son camp avait été chaotique, pourri par différentes maladies, et bien évidemment, faire une grosse prestation samedi soir en altitude, ce serait l'occasion de prouver que ce n'était qu'un accident. Concernant son adversaire, le vétéran Gastelum, c'est un gros nom qui offre toujours des combats divertissants, et puis bien sûr, il s'attend à ce qu'il s'appuie sur son striking avec beaucoup de volume et de pression, du Gastelum pur jus, comme on pourrait le dire. Sean Brady, qui est partenaire d'entraînement de Joe Pyfer, a battu Gastelum, donc on pourrait croire qu'il va s'inspirer de cette performance, mais en réalité pas vraiment, puisque comme il le dit, Sean c'est un grappleur, alors que moi je suis un striker, et la route vers la victoire sera donc forcément différente. Et pour finir, il reconnaît qu'il a un avantage de taille et d'allonge dans ce combat, mais il ne mise pas vraiment là-dessus, puisque bien sûr Kelvin est habitué à être le plus petit, surtout dans cette catégorie. Donc il a développé au fur et à mesure de sa carrière un jeu en conséquence, un jeu adapté, mais malgré ça, il compte bien devenir le premier à mettre KO Kelvin Gastelum. Et Gastelum, justement, lui, il pense que mettre la pression à son adversaire, c'est la solution. D'après lui, Pyfer n'a pas passé assez de temps dans la ville pour être acclimaté à 100%, alors que lui est arrivé il y a un mois. Quand on lui a annoncé Joe Pyfer, il le reconnaît, il y a eu un peu de déception. Il avait pour ambition d'affronter plutôt un adversaire classé, ou au moins avec un nom un peu plus ronflant. Mais d'un autre côté, c'est un combat de retour pour lui chez les moins de 84 kilos. Il a fait savoir à l'UFC qu'il avait pour ambition d'aller jusqu'à la ceinture, donc il repart de zéro et doit prouver qu'il mérite sa chance. Pyfer ne serait donc qu'une étape, un test. Le vétéran qui affronte le jeune prospect en quelque sorte, c'est en tout cas comme ça que lui voit les choses. Et puis en parlant de catégorie, pendant longtemps il a fait le yo-yo entre les welters et les moyens. Si vous faites un rapide bilan, c'est quand même chez les moyens qu'il a connu ses plus grands succès. Mais il le dit, même à l'époque, j'avais toujours dans un coin de la tête de redescendre chez les welters. Et si je restais chez les moyens, c'est parce que mes résultats suivaient. Aujourd'hui, il est bien décidé à rester dans la catégorie, et il a d'ailleurs suivi un programme pour augmenter sa masse musculaire et s'installer sur la durée en moins de 84 kilos. Il a aussi une petite histoire avec Mexico. Déjà, ses parents sont mexicains, ou en tout cas d'origine mexicaine, et puis lui, il a participé aux 2 premières cartes que l'UFC a organisées là-bas. D'ailleurs, à l'époque, l'organisation s'appuyait beaucoup sur lui pour en faire la promotion. Aujourd'hui, son nom est un peu moins prestigieux, donc c'est moins le cas. Et puis, il a terminé l'interview en déclarant qu'il aimerait un jour, au moins une fois avant de prendre sa carrière, aller se tester en boxe anglaise. Direction l'Angleterre maintenant avec Paddy Pimblett, qui pense que l'âge de Chandler va être un élément important dans leur combat qui approche. Ça va avoir lieu le mois prochain, je le rappelle. Concernant sa stratégie, il a dans l'idée de maintenir l'Américain à distance en se servant beaucoup de ses jambes. Et puis on connaît Chandler, il a tendance à rentrer de façon très explosive en se jetant sur son adversaire pour aller chercher une frappe puissante. Lui, il compte bien à ce moment-là capitaliser là-dessus et le contrer pour le mettre KO. Maintenant, si jamais les choses ne se déroulent pas comme ça, il pense aussi qu'il est possible de le mettre KO grâce à ses low kicks. C'est quelque chose qu'on voit assez rarement, et je pense que ça pourrait servir son image
s'il réussissait à s'imposer de cette façon. Et ensuite, il aimerait combattre 2 fois cette année, ne pas prendre de short notice, sauf si c'est pour la ceinture. D'ailleurs, quand Hooker s'est blessé dans son combat qui devait l'opposer face à Gaethje, lui ne voulait pas du tout y aller. Non, non, son combat contre Chandler était prévu. Il ne voulait pas changer de plan. Et puis une fois qu'il se sera débarrassé de Chandler, justement, il aimerait un combattant du top 5 qui lui ouvrirait donc les portes de la ceinture. Et après, le scénario idéal, s'il devient champion, c'est de défendre chez lui à Liverpool, à Anfield, contre Conor McGregor, juste pour faire de l'argent et pour rien d'autre. Et il voudrait être un champion qui règne, pas qui monte tout de suite dans la catégorie supérieure. Parce que d'après lui, régner sans partage sur sa catégorie, c'est faire ce que font les grands, comme Georges Saint-Pierre, Anderson Silva ou encore Demetrius Johnson. Et Paddy Pimblett, déjà avant qu'il arrive à l'UFC, on entendait beaucoup parler de lui. Il était combattant et champion au Cage Warriors. Il nous a appris que l'UFC voulait le signer depuis qu'il a 21 ans, mais il avait un bon contrat au Cage Warriors, donc il voulait faire monter sa valeur. On ne peut pas forcément le contredire là-dessus. Et puis justement, en refusant l'UFC, il est resté au Cage Warriors. Il a pris quelques défaites, mais d'après lui, ça a été de très bons enseignements, et ça fait aujourd'hui de lui le combattant qu'il est devenu. Et bien sûr, il pense avoir toutes ses chances un jour de devenir champion. Puisqu'on est lancé sur ce combat, on va continuer avec Michael Chandler. Lui, le plan, il est simple, hein, remporter le combat le 12 avril, bien sûr, et ensuite appeler Conor McGregor again, hein, il le dit donc une fois de plus. Il n'en démord pas. De ce que j'ai pu lire à droite à gauche, il pourrait prendre 10 fois plus, en tout cas c'est ce qu'a déclaré McGregor. Chandler pourrait gagner 10 fois plus d'argent en affrontant McGregor que ce qu'il fait contre les autres combattants. Je ne sais pas si c'est vrai, mais c'est sûr que ça va être très juteux pour lui, et c'est tout ce qu'on peut lui souhaiter à ce stade de sa carrière, et avec tout le spectacle qu'il nous a offert dans l'octogone, même si les résultats n'ont pas toujours été au rendez-vous. On reste dans la catégorie avec Ilia Topuria, vous le savez, depuis un moment on parle d'un UFC en Espagne. Forcément, l'ancien champion des poids plumes, peut-être futur des poids légers, était pressenti pour être le main event. Maintenant, il a fait une déclaration. Je pense qu'on peut faire une croix dessus, pour l'instant en tout cas. Pourquoi? Parce que l'UFC a un deal avec ESPN, et si il y a un pay-per-view en Espagne, ça doit être à horaire américaine, donc début de la carte principale à 4h du matin en Espagne, et Topuria le reconnaît, ce n'est pas faisable, personne ne va rester debout jusqu'à cette heure-là, donc son main event en Espagne, pour l'instant, est à mettre de côté, et il a aussi déclaré que pour l'instant, il s'entraînait, il se préparait à affronter Islam Makhachev ou Charles Oliveira, parce qu'il ne voit pas d'autres adversaires qui font du sens dans la catégorie à l'heure actuelle, mais il semblerait qu'aucun des deux ne veuille l'affronter, qu'aucun des deux n'ose l'affronter pour le citer. Ce sont d'après lui les symptômes de la peur, et c'est quelque chose de tout à fait normal, parce que lui, à leur place, serait effrayé aussi. C'est signé Topuria, comme je le disais à un d'entre vous dans les messages. D'ailleurs, n'hésitez pas à liker, commenter, ça me ferait très plaisir. Faites-moi monter dans l'algorithme, je réponds à tout le monde. Je disais que Topuria a un côté irlandais très fort et que ça ressort de plus en plus. Bien sûr, une référence à tout ce qu'il fait pour ressembler à Conor McGregor. Rainer Derrider s'est exprimé sur son combat à venir contre Bonical. Et ce qu'il dit, hein, c'est que qui veut nous voir striker? Qui veut nous voir rester debout? On est tous les deux de plutôt bons strikers, mais soyons réalistes. Ayons un peu d'amusement dans la cage. Ne faisons pas ce qu'ont fait Damien Maia et Ben Askren dans le premier round, à savoir deux grappleurs qui étaient restés debout et qui avaient offert un premier round horrible à regarder, hein. On s'en souvient. Personne ne veut voir ça, il le reconnaît. Ce combat, je ne sais pas de quel côté il va pencher. J'ai plutôt Bonical parce que, de par l'histoire, de par ce qu'on a pu constater, le lutteur a souvent l'avantage sur le gars qui vient du JJB, même si tout peut se passer bien sûr. Mais en tout cas, j'espère que ce combat va aller au sol et qu'on va voir de bien belles choses. Jorge Masvidal nous fait une petite sortie médiatique. Il veut combattre Leon Edwards. C'est d'après lui un combat qui lui ouvrirait les portes de la ceinture. Il pense qu'il peut battre Leon Edwards dans tous les domaines, que de toute façon, Leon ne pourra pas lutter avec lui pendant 5 rounds, donc il n'a pas à s'inquiéter des takedowns, et debout, en striking, l'anglais est beaucoup plus fragile que lui, donc il pense pouvoir le détruire. Jan Blachowicz, qu'on a vu le week-end dernier s'incliner dans un combat très serré, une décision qui est assez discutable, il voudrait recombattre cette année, il a besoin d'un finish, d'un KO on suppose, hein, connaissant le garçon, c'est ce qui importe le plus pour lui à l'heure actuelle, et il pense que Volkan Ozdemir fait du sens, puisque Volkan a aussi perdu contre Hulberg.
Et hier, je vous disais que Pereira, hein, et remettait un peu en cause le scoring de l'UFC, notamment dans son combat contre Ankalaev. Il ne comprend pas pourquoi, quand tu te fais coller à la cage par ton adversaire, mais qu'il n'exploite pas ça, qu'il ne fait rien, pourquoi ça lui donne des points à lui et pas à toi. Magomed Ankalaev a répondu sur les réseaux en disant il est énervé parce que je l'ai collé à la cage, mais il n'est pas énervé parce que je l'ai quasiment mis KO. Personne dans le monde pense que tu as gagné. Le prochain combat, je te mettrai KO en moins de 3 rounds. D'ailleurs, concernant ce knockdown, hier Pereira a déclaré qu'en effet il était touché, mais que ce n'a pas du tout été un problème, qu'il a tout de suite récupéré, que c'est le genre de coup qu'il a déjà pris dans sa carrière. N'étant pas à sa place, je ne peux pas témoigner. Jiri Projaska, lui, sa situation dans la catégorie elle est plutôt particulière. Il a déjà perdu 2 fois contre Pereira. Si Ankalaev et Pereira s'affrontent de nouveau, ça veut dire que lui va devoir attendre pour affronter Ankalaev. Donc pourquoi pas affronter Carlos Hulberg. Je pense en effet que la logique serait respectée. Nathaniel Wood, qui s'est imposé face au Français Morgan Charrière le week-end dernier aussi, aimerait un duel 100% anglais avec Leron Murphy. Il est assez réaliste. Si Murphy bat Emmett, hein, le combat qui est prévu, ça va pas se faire. Par contre, si Murphy perd contre Emmett, là, il y a des possibilités. Personnellement, je pense que Murphy est quand même bien devant lui au classement. Mais écoutez, pourquoi pas, sinon il est prêt à prendre n'importe qui, ce qui compte c'est d'être actif. Il n'est pas monté d'une catégorie pour combattre moins souvent qu'il ne le faisait avant. Je vous disais tout à l'heure que le pay-per-view en Espagne pouvait se faire à heure américaine seulement. L'UFC a d'ailleurs déclaré que ce serait pareil en France, qu'ils étaient prêts à venir faire un pay-per-view, mais que ça serait forcément en plein milieu de la nuit, et ils ne sont pas sûrs que le public répondra présent. Et pourquoi est-ce qu'ils font ça? Tout simplement parce que le gros de leurs chiffres se fait aux États-Unis avec la vente de pay-per-view, et que tu ne peux pas donc vendre un pay-per-view à n'importe quelle heure. Il y a des heures auxquelles les Américains n'achètent pas, ne regardent pas. C'est différent par exemple en Australie, parce que quand les combats se font le samedi soir, se font en Australie par exemple le dimanche, c'est jouable pour les Australiens et c'est jouable pour les Américains. Les horaires correspondent plutôt bien, mais en France ça fera un événement en plein milieu de la nuit, c'est donc un peu plus compliqué. Sinon on a aussi Zhang Weili, hein, la chinoise, la championne, qui joue dans un film qui sortira le 4 avril prochain, qui s'appelle After Typhon, l'après-typhon. C'est un film asiatique, hein, ça en a tout l'air. Si certains sont intéressés, n'hésitez pas à aller voir. On a aussi Ryan Bader au PFL qui quitte l'organisation. Un de plus, on connaît parfois la fuite des cerveaux. Là, c'est la fuite des combattants. Tout le monde suit le PFL. Ils trouvent qu'ils ne combattent pas assez, qu'ils ne sont pas assez actifs, que le contrat n'est pas respecté. En tout cas, que ça ne ressemble pas à ce à quoi on les avait préparés, ce qu'on leur avait vendu. Espérons pour lui qu'il arrive à rebondir ailleurs. Ryan Bader, je pense qu'il a fait assez d'argent et que ça devrait aller pour lui s'il décidait de prendre sa retraite. On est vendredi, demain il y a un événement, on passe à la coutume qu'on a de regarder la carte principale, de regarder les cotes, je vous donne les cotes, et s'il y a besoin de dire quelque chose, je m'arrête. Mais pour plus d'informations, c'est toujours pareil, UFC, analyse et pronostic, vous aurez bien sûr tous les détails sur chacun des combattants. Et on commence tout de suite avec Ronaldo Rodriguez 1,56 contre Kevin Borjas 2,10. Ensuite David Martinez 1,19 contre Simon Oliveira 3,60 pardon. Raúl Rosas Jr., hein, le jeune combattant 1,16 contre Vince Morales 3,95. Est-ce que ça va passer ou pas pour Raúl Rosas Jr., je ne sais pas. J'ai souvent dit que je trouvais qu'il se donnait un peu trop, qu'il cherchait un peu trop la finalisation et qu'il y laissait des plumes. Maintenant, je ne doute pas qu'il a travaillé là-dessus et qu'il va, à chaque fois qu'il entre dans l'octogone, nous proposer une version un peu plus aboutie de lui-même. Et là, on rentre dans les conversations très intéressantes. Gastelum 3,05 contre Pfeiffer 1,27. C'est vrai que Pfeiffer, on a été déçu contre Hermansson. Maintenant, Gastelum, ce n'est plus le Gastelum d'il y a quelques années. Ça reste quand même un test pour Joe Pfeiffer. Personnellement, j'irais plutôt avec Pfeiffer, même si je trouve que la cote à 3,05 pour Gastelum est peut-être un peu haute. Manuel Torres contre Drew Dober, assez serré, 1,82 contre 1,76. Drew Dober, tout est possible, il s'expose tellement, il se donne tellement, il se livre tellement que le contre à n'importe quel moment peut tomber. Maintenant, il peut lui aussi, bien sûr, surprendre son adversaire. Et le main event, Moreno 1,35. La logique est respectée face à Steve Erceg 2,70. Si on voit le Moreno qu'on a vu dans le dernier combat contre Albassi, je donne très peu de chance à Erceg. Ça pourrait faire mal, une troisième défaite consécutive.
c'est pas contre n'importe qui, vous me direz, on a eu le champion, on a eu un prétendant, Kai Kara France, qui sera peut-être le prochain à pouvoir combattre pour la ceinture, et Moreno, l'ancien champion, tout là-haut aussi. Donc les noms sont là, mais ça serait quand même 3 défaites consécutives. Je pense qu'il peut y avoir un peu de pression du côté de l'Australien. Écoutez, c'était tout pour aujourd'hui, mais ne quittez pas. Tout de suite, on passe à votre moment avec la Minute Auditeur. Et je commence avec Darcel Ngoma qui me dit: j'ai une question. Penses-tu que John Jones nous empêche de vivre le prime de Thomas Spinal? Que doit faire l'UFC dans cette situation? Vaquer la ceinture ou attendre et céder aux exigences de John Jones? Écoute, mon point de vue là-dessus, c'est que oui, en effet, on est en train de perdre des années très intéressantes de Thomas Spinal. Le problème, c'est que l'UFC, et surtout Dana White, porte tellement John Jones dans son cœur, veut tellement nous vendre John Jones comme le GOAT, etc., que je ne les vois pas lui enlever la ceinture. Pourtant, ce serait faisable de dire: écoutez, Jones, on ne sait pas ce qu'il veut faire. S'il ne veut pas combattre, on lui enlève la ceinture. Et s'il revient dans 1 an, dans 9 mois, eh ben, il aura tout de suite son combat pour le titre. Ça permettrait à Spinal de combattre pour la vraie ceinture, qui serait donc laissée vacante, puisque l'Anglais a déclaré qu'il ne voulait plus combattre pour défendre son titre intérim. C'est aussi un peu dommage, parce que les vrais fans, les hardcore fans savent que le champion, aujourd'hui, on a plutôt l'impression que c'est Aspinall. Lui, il y a un peu d'ego là-dedans, il en a marre de ne pas être reconnu à sa juste valeur. Je peux comprendre, mais oui, je pense qu'il est en train de gâcher de bien belles années, et tout peut aller très vite dans ce sport, donc j'espère qu'on va connaître un dénouement assez prochain. Fishman qui m'envoie un long message, je vais en citer une partie, parce que je voulais rebondir dessus. Tu me dis que Covington qui nous parle de faire un massacre alors qu'il est pas loin du record de décision dans sa catégorie, en carrière c'est quand même pas mal, mais bon, on sait qu'il parle plus pour montrer qu'il est là que pour réellement dire quelque chose qui fasse du sens. Covington c'est ça à 100%, avant les résultats suivaient donc on pouvait rien dire, mais là dernièrement c'est moins le cas. Ça devient de plus en plus limite de son côté. Et autre chose, tu me dis Ousmane, j'ai vraiment hâte de le revoir, je pense toujours qu'il pourrait battre Brady. Ousmane au top de sa carrière, dans la catégorie actuellement, ça aurait été magnifique, il y aurait eu de très belles oppositions. J'ai quand même l'impression que son corps commence à lui dire stop. Il a pris 2 défaites, ça devient compliqué pour lui. Maintenant, il n'a pas perdu. Voilà, il perd contre Leon Edwards, il prend un terrible KO. Il est même sur 3 défaites, pardon. Il perd contre Leon Edwards, ce KO qui surgit alors qu'il dominait le combat. Ensuite, il revient un peu vite, toujours contre Edwards, on en a déjà parlé. Le combat est quand même serré, il se fait pas rouler dessus par Edwards non plus. Il perd, ok, mais il fait pas la meilleure prestation de sa vie. Et ensuite, un short notice dans la catégorie du dessus contre Chimaev, et il s'en sort quand même plutôt bien. Maintenant, il y a de l'inactivité depuis, on sait, il y a les blessures aux genoux, etc. Moi, j'ai du mal à le voir rivaliser avec la jeune génération qui, elle, est active, qui, elle, a continué à s'entraîner, qui n'est pas aussi blessée que lui. Mais écoute, je ne demande que ça, que de le voir revenir et savoir ce que ça vaut contre un top de la catégorie. Et puis Christopher Johnson qui me dit apparemment l'UFC a déclaré qu'ils allaient signer des Français dans l'organisation. Certains pensent qu'il s'agirait d'Axel Sola et de Yunusov, pardon. Est-ce que tu as une idée de qui il pourrait s'agir? Car ça pourrait tout aussi bien être des mecs qui sont passés sous les radars. Moi j'ai entendu la rumeur, vraiment qu'une rumeur, comme ça sur les réseaux, des tweets, des retweets. J'ai entendu parler de Nicolas Leblond qui est combattant au Cage Warrior, si je dis pas de bêtises, chez les poids mouches. Vous me reprendrez si je me trompe, vous savez que moi je regarde surtout l'UFC. Donc moi c'est ce que j'ai entendu, je ne sais pas ce que ça donnera bien sûr. Merci d'avoir suivi l'émission. On se retrouve la semaine prochaine pour débriefer la carte avec bien sûr toujours plus d'actualité. D'ici là, portez-vous tous très bien et à très bientôt à 17 h pour une nouvelle vidéo. Bonne soirée.